Bonjour à toutes et à tous, pour cet épisode je serai accompagné par Marine. Bonjour Marine. Bonjour Morgane. Ensemble on va vous parler des dinosaures puisque dès qu'on parle de paléontologie automatiquement les gens pensent aux dinosaures. Pourtant ils ne constituent qu'une toute petite branche de la paléontologie. On va voir ça aujourd'hui. Alors quand on parle de dinosaures, on pense tout de suite au T-Rex, au Triceratops ou encore au Diplodocus, parfois même aussi au tigre à dents de sabre et au mammouth, puisqu'on a tendance à amalgamer dans le groupe des dinosaures tout un tas d'espèces qui ont disparu, mais qui pourtant ne sont pas des dinosaures. Et oui, comme bon nombre d'entre vous, moi aussi avant j'ai pensé qu'il y avait d'un côté le monde actuel, le monde d'aujourd'hui, celui des girafes et des furets, et de l'autre le monde du passé, celui des dinosaures et des mammouths. Pourtant la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Donc 3800 millions d'années. Les premières espèces d'hommes, elles n'ont que 2,6 millions d'années. Et donc forcément, avant ça, il y a eu tout un tas d'espèces qui ont existé dans des périodes différentes, dans des mondes différents. Les dinosaures, ils ont vécu de 230 millions d'années à 66 millions d'années, durant ce qu'on appelle l'ère secondaire ou le Mésozoïque. C'est une ère qui est divisée en 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a eu tout un tas d'espèces qui ont existé après les dinosaures, et que les hommes n'ont pas côtoyé, mais ça veut surtout dire qu'il y a eu des espèces qui ont existé avant les dinosaures sur les 3500 millions d'années qui les précèdent. Au passage, les dinosaures ont quand même existé sur une période de 170 millions d'années, donc c'est très très long. Donc il n'y a pas eu un seul et unique monde de dinosaures, il y a eu toute une ribambelle de dinosaures qui se sont succédés au fil du temps. Par exemple, le stégosaure et le T-Rex ne se sont jamais côtoyés. D'ailleurs, il y a plus de temps qui sépare le stégosaure du T-Rex qu'il y en a qui ne nous séparent nous-mêmes du T-Rex. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'une espèce a disparu que c'est forcément un dinosaure. Mais du coup, un dinosaure, c'est quoi ? Un dinosaure, c'est avant tout un reptile. Il a des écailles, il pond des œufs. Les scientifiques préfèrent parler de sauropside, puisque le mot reptile est un mot ambigu, mais on laisse ça pour une prochaine vidéo. Mais bon, être un reptile, ce n'est pas suffisant pour faire partie de la famille des dinosaures. Les dinosaures sont en effet des reptiles un peu particuliers. Il existe tout un tas de caractères osseux pour les identifier, mais nous on va s'attarder sur un des caractères les plus flagrants, et on va découvrir ça à travers un petit jeu. Essayez de trouver combien il y a de dinosaures à l'écran. Allez, je vous laisse quelques secondes. Alors vous pensez avoir trouvé ? Celui-ci, évidemment, c'est un dinosaure, c'est un Triceratops. Celui-ci, il est recouvert de plumes, mais c'est un dinosaure quand même, c'est un Vélociraptor. Alors ces deux-là, ce sont respectivement un reptile marin et un reptile volant. Ils ont vécu en même temps que les dinosaures, mais ce ne sont pas des dinosaures. Celui-ci, c'est un reptile actuel, un crocodile, et les crocodiles ne sont pas des dinosaures. Celui-ci, c'est un dinosaure, c'est le spinosaure. Le mammouth, on l'a dit en intro, ce n'est pas un dinosaure, ce n'est même pas un reptile, puisqu'il a des poils et des mamelles pour allaiter ses petits, donc c'est un mammifère. Et le dernier, mais non des moindres, le dimétrodon, eh bien ce n'est pas un dinosaure. Alors comment expliquer que le spinosaure est un dinosaure, alors que le dimétrodon, qui est morphologiquement assez proche de lui quand on y regarde de loin, n'en est pas un? Eh bien, si on regarde un peu plus près, on va pouvoir observer une différence majeure, c'est la posture. Là où les autres reptiles ont une posture rampante, donc avec le ventre qui touche le sol et les pattes bien écartées sur les côtés, les dinosaures, eux, ont une posture dressée, avec le ventre qui ne touche pas le sol et avec les pattes droites sous le corps. Et ça, c'est valable pour tous les dinosaures, le T-Rex, le Triceratops, le stégosaure, etc. J'ouvre une parenthèse pour ajouter que les dinosaures ne sont pas les seuls à avoir adopté une posture dressée. Les mammifères, eux aussi, ont acquis ce genre de posture. Si vous regardez votre chien ou votre chat, vous allez voir qu'il n'a pas les pattes sur le côté, il a bien les pattes sous le corps, et son ventre ne touche pas le sol. Si c'est pas le cas, emmenez-le chez le véto. Pas de panique, ça ne veut pas dire que votre chien est un dinosaure. Mammifères et dinosaures sont deux groupes bien distincts, qui ont évolué et ont acquis la même posture, de manière parallèle et indépendante. À la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, on observe ce qu'on appelle une crise biologique, c'est-à-dire une chute drastique de la biodiversité, une extinction de masse. Cette crise, on l'appelle la crise Crétacé-Tertiaire, ou encore crise Caté. Durant cette crise, 70% des espèces vont disparaître. Alors des extinctions de masse, la Terre, elle en avait connu d'autres. Et les dinosaures eux-mêmes avaient déjà connu une crise il y a 200 millions d'années, à la fin du Trias. Mais ils s'en étaient plutôt bien sortis. Celle d'il y a 66 millions d'années, par contre, va leur être fatale. On s'est longtemps demandé quelle pouvait avoir été la cause de leur disparition. Avant les années 70, on pensait éventuellement à une épidémie ou à la prédation de leurs œufs par les mammifères.
Mais ça n'expliquait pas vraiment pourquoi cette extinction avait pu être aussi rapide, ni pourquoi elle touchait tous les continents, et surtout des espèces aussi différentes, allant des dinosaures jusqu'aux ammonites, en passant par les reptiles marins. Dans les années 70, on découvre une couche d'argile présente sur toute la surface du globe, à chaque fois entre la couche Crétacée et l'ère tertiaire. Cette couche d'argile elle est riche en iridium, un élément rare sur Terre mais abondant dans certaines météorites. Il n'en faudra pas plus pour qu'en 1980, une équipe de géologues et de physiciens émette l'hypothèse d'un impact de météorites. 10 ans plus tard, on identifie le cratère de Chicxulub, au Mexique, comme cratère d'impact de la météorite responsable de la mort des dinosaures. Le cratère fait 177 km de diamètre, et on estime que la météorite elle-même devait faire 10 km de diamètre au moins. Le choc aurait été équivalent à 1 milliard de bombes atomiques. Ce choc provoque des tsunamis et des incendies, et surtout le soulèvement d'une épaisse couche de poussière et de suie, qui vont rester en suspension dans l'atmosphère pendant des années et bloquer les rayons du soleil. Et qu'est-ce qui se passe quand on bloque les rayons du soleil? Eh bien les plantes meurent, et du coup les herbivores meurent, et du coup les carnivores meurent. C'est toute la chaîne alimentaire qui s'écroule. Malgré la bonne documentation de l'impact, certains scientifiques vont rester sceptiques sur le fait que c'est cette chute qui va provoquer l'extinction des dinosaures. Mais vu que cette météorite a atterri moins de 33 000 ans avant la Grande Crise, il y a de très fortes chances pour que ces deux événements soient liés. On parle souvent de causes multiples puisqu'il y a eu d'autres événements durant cette période, notamment de grandes éruptions volcaniques en Inde, où on a retrouvé des coulées de lave d'une épaisseur de 2 km sur une surface grande comme la France. Ce volcanisme intensif a dégagé de grandes quantités de lave et de cendres qui sont venues s'ajouter pour cacher la lumière du soleil pendant plusieurs années. Il va y avoir des survivants bien sûr, comme les oiseaux et les mammifères qui vont pouvoir se développer maintenant que les dinosaures ont disparu. Tiens, en parlant des oiseaux, regardez un peu la posture de cette autruche. Dinosaure ou pas dinosaure? Eh oui, l'autruche, comme tous les oiseaux, est un dinosaure. Ce lien entre les oiseaux et les dinosaures, il a été fait il y a très longtemps, dès 1861, avec la découverte d'Archaeopteryx en Allemagne. Archaeopteryx est un animal qui a vécu au Jurassique il y a 150 millions d'années. Il possède à la fois des caractères d'oiseau, comme des plumes, il possède déjà des ailes, et aussi une fourchette. La fourchette, c'est un os qui est présent chez tous les oiseaux et qui est formé par la fusion des deux clavicules, qui permet l'insertion des muscles pour le vol. Mais il possède aussi des caractères de dinosaure, des dents, des griffes sur les pattes avant, et une longue queue au lieu du croupion des oiseaux actuels. Dès la fin du 19e siècle, l'hypothèse que les oiseaux descendaient des dinosaures était déjà soutenue par certains scientifiques, comme Huxley ou Darwin. Pourtant, le lien entre ces deux groupes n'était pas forcément évident, puisqu'à cette époque, on n'avait retrouvé que des dinosaures de grande taille et qui ne ressemblaient pas du tout à des oiseaux. De plus, l'ornithologue Gerhard Heilmann a fait remarquer que les dinosaures n'avaient pas de clavicules. Donc comment les oiseaux, qui eux ont une fourchette, donc des clavicules, pourraient descendre de dinosaures qui n'en ont pas? Au final, cette hypothèse va être complètement enterrée durant le XXe siècle, et elle ne refera surface que dans les années 70. D'une part parce qu'on va découvrir que la plupart des dinosaures avaient des clavicules, elles avaient juste échappé à l'attention des paléontologues, et d'autre part parce qu'on va découvrir beaucoup de dinosaures de petite taille ressemblant à des oiseaux. Et dans les années 90, ce sont les paléontologues chinois qui vont découvrir de nouveaux dépôts lacustres dans le nord-est de la Chine, présentant énormément de fossiles de dinosaures avec des protoplumes ou des plumes. Le fait qu'une structure aussi complexe qu'une plume soit présente à la fois chez les dinosaures et chez les oiseaux est un argument de poids, puisqu'il est peu probable que ces deux groupes aient développé indépendamment des plumes. Il est plus logique de penser que les oiseaux sont des dinosaures volants. Ce qui veut dire que les dinosaures n'ont pas tous disparu, et quand les paléontologues parlent d'extinction des dinosaures, ils font un abus de langage, et en réalité ils parlent de l'extinction des dinosaures non aviens. Mais tout ceci nous amène à une nouvelle question, opposée à la première, à savoir comment les oiseaux ont-ils survécu. La crise a touché la plupart des groupes de vertébrés, mais certains groupes vont réussir à passer la crise. Alors attention, ça ne veut pas dire que ces groupes n'ont pas été impactés. Les requins et les raies, par exemple, vont passer la crise, mais 90% de leurs espèces ont disparu. Et de la même façon, le nombre d'espèces d'oiseaux a chuté considérablement durant la crise. Mais aujourd'hui, ça reste un mystère de savoir pourquoi certaines espèces ont survécu, mais pas d'autres. Par exemple, pourquoi les crocodiles ont survécu, mais pas les reptiles marins, ou pourquoi les oiseaux ont survécu, mais pas les reptiles volants. Le régime alimentaire a sûrement beaucoup joué, puisque quand la chaîne alimentaire s'effondre, ce sont ceux qui ont un régime très varié, qui sont opportunistes, comme les crocodiles, qui vont plus facilement passer la crise que ceux qui ont un régime hyper spécifique et qui sont donc dépendants de leurs ressources. Les oiseaux avaient peut-être un régime plus varié que les autres dinosaures. Mais c'est surtout la taille qui a pu jouer, puisqu'aucune espèce de plus de 25 kg n'a réussi à passer la crise. Oui, être gros, c'est un avantage en temps normal, mais quand la nourriture doit à manquer, vous êtes le premier à mourir de faim. Or, à cette époque,
95% des espèces de plus de 10 kg étaient des dinosaures, ce qui explique qu'ils aient été si durement impactés par la crise. Les oiseaux étaient parmi les dinosaures les plus légers, puisque s'adapter au vol exclut les animaux les plus lourds. Et c'est peut-être ça qui les a sauvés. Un raisonnement similaire pour expliquer la survie des mammifères, qui à l'époque n'étaient pas bien grands. Une fois n'est pas coutume, on va finir cette vidéo en faisant un lien avec l'actuel, puisque les dinosaures d'aujourd'hui, les oiseaux, ils sont menacés par la nouvelle crise écologique. Il existe environ 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde, mais on estime que l'homme a déjà entraîné la disparition de 1000 espèces, et que 1200 autres espèces sont menacées d'extinction dans le siècle à venir. En France, vous avez sûrement déjà remarqué la raréfaction des hirondelles, mais c'est la plupart des populations d'oiseaux qui déclinent actuellement dans le monde, à cause de la destruction de leur habitat, du changement climatique, de la pollution, voire de la chasse, puisque ceux qui s'autoproclament premiers écolos de France tirent en réalité sur une vingtaine d'espèces d'oiseaux menacées d'extinction. D'où le titre de cet épisode. Les dinosaures ont déjà survécu à 2 crises biologiques majeures, mais personne n'est encore en mesure de prédire s'ils vont survivre à une 3e. Le régime alimentaire a sûrement beaucoup joué quand la chaîne alimentaire... Ça marche pas, il y a pas de syllabe.